j'ai pensé à eux et je me dis, ils ne peuvent pas grandir sans un père, quoi. C'est pas possible. Donc, c'est là où j'ai trouvé la dernière force pour m'extirper de la voiture. What's up la famille? Dis bonjour. Salut la famille. Aujourd'hui on a un invité. On a qui? Romain Grosjean. On était supposé tout setup grave en avance, mais je crois que Romain il est déjà là, donc on va commencer ça. On va tout mettre en deux spi, mais on s'excuse si jamais il y a 2-3 petits problèmes techniques. Mais voilà, je crois qu'il y a Romain qui est arrivé, donc wouh, on est parti, go. Alors, les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de Propulsion Podcast et surtout, bienvenue à notre invité du jour, Romain Grosjean. On va donner un petit round of applause. Bravo. Merci d'être venu. Déjà, super enchanté. Ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir parmi nous. Écoute, merci. Je suis très content qu'on a réussi à trouver un moment pour les différents décalages horaires, donc c'est plutôt cool. Ouais, là on est un peu de partout. Toi t'es aux États-Unis, on a Cédric qui est à Tokyo, nous on est vers Monaco. Donc on a réussi à trouver une manière de se faire ça. Et franchement, c'est un honneur pour nous tous qui sommes fans de sport auto de t'avoir. Et je sais que beaucoup des viewers de Propulsion vont être super contents de t'avoir parmi nous là. Nous, on est 3 fans automobiles. Pour te donner un petit background vite fait sur nous, on a Cédric qui est expert auto, moi qui est un peu au milieu, et Emeric qui connaît que dalle. Je connais un petit peu, mais tout ce qui est F1, tout ça, je suis novice. Je commence à peine à découvrir. Donc c'est super sympa d'avoir les trois points de vue ensemble. Mais on va déjà commencer. Moi, j'ai envie de te parler un petit peu de tes performances qui ont été là incroyables dans les dernières semaines, avec un podium là il y a pas longtemps. Et juste, on va commencer avec ça d'abord. Et comme tu as une tellement longue carrière avec tellement de super moments, on va ensuite passer à travers tout ça. Mais j'ai juste envie de te féliciter pour tes derniers résultats qui sont vraiment top. Ouais, merci, c'est top. C'est vrai que Félicitations. ça fait du bien de retrouver un peu le devant de la scène. C'est ce que j'aime beaucoup en IndyCar. L'an dernier, 3 podiums. Là, cette année, déjà un podium. Pas loin de gagner, donc ça c'est super, et puis c'est pour ça qu'on fait de la compétition. Donc la question qu'on me pose toujours, c'est est-ce que tu veux revenir en Formule 1, ou si As t'avait appelé, est-ce que tu serais revenu? Et ma réponse elle est assez claire: non. Écoute, je suis super heureux là aux États-Unis, je suis super heureux d'arriver dans chaque week-end en me disant que j'ai une chance d'aller gagner la course. J'ai eu l'incroyable expérience de faire 10 ans de Formule 1, mais aujourd'hui j'ai envie de gagner les courses et pas juste être sur la grille. Donc c'est vrai que je suis très heureux avec ce nouveau challenge aux États-Unis, et puis me dire que voilà, qu'il y a moyen d'aller chercher un championnat à la fin, qu'il y a les 500 miles d'Indianapolis dans la saison, et qu'au final, sur toutes les courses, j'ai la même chance que les autres de gagner. C'est cool. Moi qui débarque un petit peu dans tout ça, est-ce qu'il y a une grosse différence entre la F1 et là les courses d'aujourd'hui? C'est quoi? IndyCar, C'est IndyCar. Parce que ça, La plus grosse différence, c'est qu'en F1, tout le monde a une voiture différente. Ouais. Donc, la Mercedes, la Ferrari, la Red Bull, etc. Alors qu'en IndyCar, on a tous la même voiture. Ah oui, donc c'est vraiment le pilote qui se démarque. Ouais. Il y a 2 marques de moteurs, Honda et Chevrolet. C'est ça. Et il y a une pièce sur la voiture qu'on a le droit de développer, c'est les amortisseurs. Tout le reste, ça doit être des pièces standards. Ah oui. Et j'imagine que les amortisseurs, du coup, vous y allez à bloc. Dans le développement des amortisseurs, ça doit être... ça rigole pas du tout. Rien que sur la dernière course en Californie, on avait 4 amortisseurs à essayer sur le week-end. Ah ouais. On en a encore on en aura encore 4 la prochaine fois. Donc ouais, c'est un gros développement. On essaie vraiment de trouver des solutions, parce qu'au final, c'est ce qui relie la voiture entre les pneus au châssis. Donc c'est méga important. Ouais, et même physiquement, pardon Cédric, mais physiquement, c'est complètement autre chose. Au niveau préparation, au niveau du freinage, c'est différent. Le power steering, il n'y a pas de power steering, tout ça. Donc ouais, ça change pas mal. Ouais, physiquement, c'est très différent aussi. En Formule 1, tu prends énormément de G parce que la voiture a plus d'aérodynamique, donc c'est vraiment la nuque et les abdos qui souffrent. Alors qu'après, en IndyCar, on va un peu moins vite, c'est vrai. Bien qu'on a la voiture la plus rapide au monde sur circuit, parce que sur les ovales, on va plus vite que les Formule 1. Donc si on veut... Vous allez à du 380, non? En max, un peu moins. Un peu plus même, des fois. Ah, même plus, ouais, ok. Ah ouais. Ouais,
Faut Ça pousse checker bien, tes ça pousse très statistiques bien. hein, quand même, le petit Cédric. Mais non, c'est incroyable. Et d'arriver là-dedans, j'ai quelques-uns des résultats que tu as fait qui étaient très impressionnants. Mais il me semble bien que tu as fait 7e à ton premier qualif. Tu as fait pole position dans ta première saison, dans ta 3e course. 3 podiums dans ta première saison, pardon. Donc déjà, super impressionnant d'arriver comme ça, de t'adapter aussi rapidement aux nouvelles voitures. Et pour nous qui suivent ça depuis longtemps, ça nous fait tellement plaisir de te voir là-dedans avoir ton succès. Et pour toi, quelle était la plus grosse difficulté? Est-ce que c'était le côté physique? Est-ce que c'était même juste la différence d'être aux États-Unis comparé à être plus en Europe, le développement de la voiture, tout ça? Non, écoute, étonnamment, tu vois, en famille, on est parti s'installer aux États-Unis au mois de décembre, en Floride, à Miami. Et c'est très bizarre parce qu'on est à 8000 km de la maison et on se sent ici à la maison, alors qu'on ne parle pas la langue. Enfin, si on parle anglais, mais ce n'est pas notre langue maternelle. Et en fait, on se sent vraiment comme si on était à la maison. Donc ça a été la partie facile. La partie difficile, c'est physiquement, les voitures sont dures à conduire. Et puis, les circuits sont méga sportifs, bosselés. C'est ça. Ils évoluent J'ai vu ça, beaucoup durant le week-end. Et tu as très peu d'essais. Tu as très, très peu d'essais. Donc, ce n'est pas simple de s'adapter. Mais écoute, c'est ce que j'aime aussi. C'est là où l'expérience d'avoir fait de la course automobile depuis longtemps maintenant aide beaucoup. Quand tu dis il y a très peu d'essais, c'est-à-dire avant les courses ou disons entre les saisons, tu as un peu de temps pour faire des tests avec les voitures ou pas du tout? Alors, on a 5 jours dans l'année qu'on place comme on veut sur les circuits qu'on veut. Et sur les courses, c'est là où on a très peu d'essais. On a 2 fois 45 minutes. Mais il faut savoir que quand il y a un drapeau jaune, ils n'arrêtent pas le chrono. Des fois, tu te retrouves à faire 12 tours, 13 tours sur une séance et c'est tout, quoi. Et tu passes beaucoup de temps sur le simulateur ou pas? On a un simulateur du côté d'Indianapolis. L'an dernier, j'ai dû faire 7 ou 8 jours. Ça va être à peu près pareil cette année. Donc, on essaie de l'utiliser. Mais bon, c'est pas mal pour dégrossir, si tu veux, le début. Mais après, ça sera jamais pareil. Là, typiquement, la dernière course en Californie, à Long Beach, on ne sait pas pourquoi, mais la piste, elle avait un grip de folie. Donc, on a fait record de la piste. On n'a jamais été aussi vite. Et ça, dans le simulateur, tu l'as pas, donc il faut s'adapter au fur et à mesure. Ouais, c'est vrai qu'en plus, tu as cette différence des circuits ovales qui, du coup, tu ne faisais pas. C'est bien ça dans ta première saison et tu as pris la décision maintenant d'embarquer là-dedans. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision et en fait, tu trouves ça comment maintenant de faire les ovales? Alors, je trouve toujours ça très bizarre. Tourner en rond comme ça pendant 200, 300 tours, c'est assez spécial. Mais écoute, la décision, c'est que j'ai envie d'essayer de gagner le championnat. Que si je ratais les 5 ovales, il n'y avait aucune chance de pouvoir gagner le championnat à la fin. Et puis, je dois avouer que je commence à m'y faire. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment plus un jeu d'échecs et de patience que de course automobile, quoi. Il faut, tu veux pas forcément être en tête de la course jusqu'aux 30 derniers tours. Tu protèges, tu sauves de l'essence, tu fais attention à tes pneus. Tu regardes un peu qui est là, qui n'est pas là, comment les voitures se comportent. Mais c'est un type de pilotage qui est méga différent de tout ce que j'ai fait avant. Donc, faut que j'apprenne encore pas mal de choses. T'as le tournis à la fin de le faire quand même un petit peu quand tu sors de la voiture. Est-ce que... Ouais. Ça doit être super bizarre. La première fois que j'ai fait un ovale, pendant 3 heures derrière, ça tournait. Ah bah putain, je veux bien le croire ça. Ah ouais, oui, c'est pendant 3 heures quand même. Ouais, c'est quand même... bon, c'est super impressionnant de faire ça. Et j'ai vu... Dis-moi si c'est pas exactement vrai ce que j'ai vu, mais j'ai vu que tu étais dans une RV, dans un camping-car, c'est ça au début? Ah ouais, et tu te déplaçais là. Moi, j'ai trouvé ça trop cool parce que j'ai envie de faire ça juste. En général, j'ai envie d'aller aux States pour faire un tour en camping-car, mais en plus pour aller de circuit en circuit pour faire les courses. C'est pas vraiment un camping-car, hein, c'est plus un bus. Hein. Ouais. Oui, je sais pas le nom officiel, c'est un RV en anglais. Residential Vehicle, RV. Oui. Ouais, il fait 42 pieds, donc je sais pas, entre 18,5 mètres de long. Il fait 24 tonnes. Comme toi, Aymeric. Pareil que toi. Donc en fait, c'est une maison, c'est un studio. Je crois que quand tu le déplies et tout, j'ai à peu près calculé, ça fait 35 mètres carrés. Oh, c'est plus grand que mon studio. C'est plus grand que chez toi. T'imagines? C'est fantastique. Honnêtement, c'est fantastique. J'adore. Tu le conduis comme ça avec juste le permis de conduire voiture. Tu n'as rien besoin de plus.
Et Ouais. l'an dernier, j'ai fait 10 000 km aux États-Unis Oh, avec. waouh. Là, cet été, je repars sur un road trip. J'ai ma famille qui rentre en Europe. Donc, on a pas mal de courses. On a 9 courses en 11 semaines. Et du coup, je vais aller d'une course à l'autre avec mon bus. J'ai ma PlayStation, mon ordinateur, mon vélo dedans. Du T'as coup, tout je ce qu'il suis faut, cool. ouais. Je vais d'un camping à l'autre et puis je m'amuse. Ouais, en Une plus, après, question t'es proche du importante, circuit. Romain, une question importante pour toi. Tu joues à quoi sur la PlayStation? Et écoute, je joue à FIFA. Aussi étonnant que ça Ah. puisse paraître parce que je suis pas forcément un fan de foot, Mhm. mais j'aime bien le jeu. Ah, Ah, super. Cool. Et donc, pas de jeu automobile, t'as pas un simu, parce que bon, comme tu fais ça tout le temps, est-ce que pour toi, quand tu rentres, t'as plus envie d'être sur un simu? Non, écoute, j'en ai un, il est juste là, en fait, à côté de Ah, moi, le Simu. Euh, J'en ai un mais avec PC. ouais. Je suis Mhm. plus j'adore le jeu R Factor 2. Je trouve qu'il est assez réaliste. D'ailleurs, il y a un nouveau mode IndyCar qui est sorti, qui est vachement bien fait. Ah, super. Ah Du bah oui, coup, parce qu'en plus, ouais, il y a que toi qui peux nous dire exactement si c'est bien fait ou pas. Parce que nous, écoute, moi, je travaille maintenant, en plus, je travaille avec Motorsport Games, justement, pour qu'on arrive à faire que le jeu soit le plus réaliste possible. Parce que je suis vachement implanté dans le e-sport avec mon équipe depuis avril 2020. Elle va avoir 2 ans, l'équipe là. J'ai entre 30 et 40 pilotes. On a un junior team, on a une équipe féminine. Ah, Et cool. Cool, ouais. je trouve que c'est cool. Donc, je suis assez impliqué dans ce monde-là. Et donc, je suis obligé d'avoir un simu à la maison pour aller rouler un peu avec eux, et puis parce que j'aime ça. Elle s'appelle comment l'équipe? Comme ça, on peut mettre tous les liens dans la description, donc pour que ceux Ça qui sont s'appelle intéressés. RVG eSport. Ok, super, parfait. Bon, on va revenir un peu en avant dans ta carrière et commencer tout au début avec, enfin, le début pour toi, le commencement. Comment tu es rentré dans ce monde du sport auto? J'imagine que ça a commencé avec du kart. Ouais, exactement. Écoute, c'est mon père qui était passionné, qui a commencé lui, le sport auto quand il a eu 40 ans. Moi, j'avais 8 ans. Il a fait un peu des slaloms et puis ensuite, il est parti en championnat suisse de la montagne, il faisait des courses de côte. Puis après, il est passé en Formule 3 et quand il est passé en Formule 3, il s'est acheté un karting pour s'entraîner le week-end. Et j'ai été avec lui au magasin. Il m'en a offert un pour Noël 98. Donc 99 commence à rouler. Ou même avant. Non, je crois que c'est ça. Ou 97, je sais plus. Bon, je roule Ouais. fin des années 90. Je roule en karting. Et écoute, j'allais plutôt plus vite que les autres enfants. Je me débrouillais bien et j'ai demandé à faire de la course. De là, il m'a demandé de travailler à l'école. Et une fois que Oui, j'avais la tout bien classique. travaillé à l'école et que j'avais 17 de moyenne, il m'a dit, bon, écoute, c'est bon, maintenant on peut aller faire de la course. Et donc j'ai commencé en 2000. Ok, super. Super, et tout ça t'a amené à travers plein de championnats différents, à énormément de succès, pour éventuellement arriver donc en F1 chez Renault. Donc ça, déjà incroyable d'arriver chez Renault et surtout avec un coéquipier avec beaucoup de talent à côté de toi. Ça a dû être très particulier pour une première année d'arriver et avoir quand même Alonso pendant sa prime à tes côtés. Et j'ai juste envie de savoir pour toi comment tu as vécu un peu tes premières expériences en Formule 1. Écoute, c'était moi, la carrière, le début de carrière, il est assez direct, il est assez facile, entre guillemets. Je dirais, j'avais 2 ans dans chaque catégorie, une année pour apprendre, une année pour gagner. Donc, je suis champion suisse de Formule Renault 1 Litre 6, champion de France de Formule Renault 2 Mhm. litres, champion d'Europe de Formule 3, champion, entre guillemets, du monde de GP2. Ça ne s'appelle pas du monde, mais bon, voilà, champion de C'est ça, GP2. on va le dire, on peut le Ouais. dire. Oui. T'étais en Asia Series, hein. Moi, je suis en tête du championnat GP2. Je pars et je viens en Formule 1 à milieu de saison 2009 quand Piquet se fait remercier par l'équipe. Mhm. Sauf qu'à ce moment-là, je ne suis jamais monté dans la voiture. Je n'ai pas fait un jour de simulateur. J'ai jamais roulé la voiture et je me retrouve effectivement à côté de Fernando Alonso. Donc, tu vois, la comparaison, elle n'est pas facile. Mais écoute, voilà, on m'avait mis dans cette voiture pour 7 Grands Prix en me disant que c'était 7 Grands Prix d'entraînement, que de toute façon en 2010, je serais dans la voiture. Sauf qu'à l'époque, je suis managé par Flavio Briatore, que toute Mhm. l'histoire de la tricherie de Singapour 2008 explose, que Flavio Briatore se fait bannir de la Formule 1 à vie et que moi, je suis clairement marqué pilote Flavio Briatore à ce moment-là. Donc, j'ai fait partie des meubles qu'on changeait quand on fait table rase du passé. Ah oui, Et du coup, je me retrouve début Ouais, 2010. ouais, Je me souviens bien de ce moment, la Crash Gate, dont on a parlé si longtemps. C'est sûr que tu rentres dans la voiture dans des circonstances un peu étranges. Et après, quand Briatore est parti, en effet,
on t'a un peu labeled comme ça. Comment est-ce que tu as géré cette situation un peu? Écoute, c'est pas simple et puis je m'en suis pas tout de suite rendu compte. Parce que tu arrives en Formule 1, tu as tellement de choses à faire, tellement de trucs à regarder à droite à gauche que j'ai pas forcément vu l'image générale et j'aurais probablement pu faire mieux aussi de mon côté. Mais bon, c'est vrai que c'est difficile parce que début 2010, je me retrouve avec l'équivalent du baccalauréat scientifique en poche. J'ai 22 ans, je ne sais pas ce que je vais faire. Et du coup, c'était un peu une période un peu compliquée. Je retrouve un volant en championnat du monde GT avec la Ouais, Ford. ouais, ouais. Ça me permet de générer un petit revenu. Alors, ce n'était pas grand-chose, mais bon, c'était au moins un revenu. Et puis d'essayer de faire une carrière professionnelle là-dedans. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Paul Driot de chez Dams, qui a T'as été été chez Dams, exactement. extrêmement important dans mon retour en monoplace, parce que c'est lui qui me met dans les voitures en finançant tout pour moi et en me demandant juste d'aller gagner les courses pour l'équipe. Et c'est ce qu'on fait. Ça me permet de revenir en Formule 1 en 2012. Et tu es chez Dams, tu passais à la place de Jérôme, non? Quelque chose de Jérôme D'Ambrosio, en fait, plus précis. Alors en fait, j'ai remplacé Jérôme à Hockenheim en 2010 parce que Jean-Paul voulait savoir ce qui se passait, si c'était les pilotes qui étaient mauvais ou la voiture qui était nulle. Et on fait un super week-end où on aurait dû gagner. Donc la voiture n'était pas si mauvaise que ça. Et puis Jérôme, ça lui a fait un réveil. Du coup, les courses d'après, je me suis retrouvé à côté de Jérôme sur la fin de saison. Et Jérôme a bien roulé à ce moment-là. Et 2011, je gagne le titre Asie, je gagne le titre GP2. Donc on gagne les deux championnats dans l'année. Et puis ça me permet de revenir en Formule 1. Ouais, C'est bien super sûr. cool en vrai. Ouais, le parcours, moi j'adore entendre Ouais. ces histoires-là du parcours parce qu'on réalise pas, enfin beaucoup de personnes qui sont nouveaux là dans tout ce qui est sport auto réalisent pas les galères quoi qu'il faut survenir pour arriver jusqu'en F1. Et juste vite fait pour jouer sur le GP2 et Formule 1, à quel point les voitures sont différentes? Écoute, c'est simple, le GP2. Alors aujourd'hui, ça s'appelle Formule 2, donc c'est plus facile. Ils ont enfin Formule 4, Formule 3, Formule 2, Formule 1. Une Formule 2, c'est une petite IndyCar, si tu veux. Donc c'est pareil, tout le monde a la même voiture, tout le monde a le même moteur. Tu es assez limité dans ce que tu peux faire en réglage. Ça va une dizaine de secondes moins vite qu'une Formule 1 autour. Donc ça va déjà voilà. vite, T'as hein. quand même C'est- 10 secondes, hein. Ouais, la Formule 1, c'est ce qui va le plus vite de tout le reste. Bien sûr, Honnêtement, bien il sûr. n'y a pas débat, il n'y a pas photo, il n'y a rien qui ira jamais aussi vite qu'une Formule 1. Ouais, c'est vrai. Et la deuxième chose qui est aussi fascinant, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ça à travers la série Drive to Survive aussi, c'est le côté politique, le côté pression et tout le reste Ça, ouais, en ça, dehors c'est limite de énorme. la voiture qui joue en F1. On en a parlé là un peu avec l'histoire de Veriator, etc. Mais est-ce que ça joue vraiment autant une grosse partie que ce qu'on peut croire à travers la série? Ouais, même encore plus. Même encore plus, je crois que c'est vraiment le côté qui ne me plaisait pas en Formule 1. Et les gens se rendent compte, effectivement, à travers Drive to Survive, des vacheries, des choses qui se passent derrière. Je ne sais plus quelle saison, c'est la saison 1 ou 2018 où Gasly est chez Red Bull et puis on voit Christian Horner qui dit non, tout va bien, continue, tout va bien, tout va bien. Et puis, genre, la course d'après, il est viré. Ouais, c'est chaud. En caméra, c'était non, on a confiance, il va s'améliorer, etc. Et en fait, ce qu'on te dit en face, c'est pas du tout ce qu'on va te dire derrière. Ce qu'on va te dire derrière. Donc, c'est tout le côté, moi, que j'avais plus envie de. Moi, c'est ce qui m'a choqué le plus aussi, parce que moi, j'ai appris la F1 par rapport à ça, par rapport à cette série. Et j'étais pas trop dedans avant. Et bon, c'est mon beau-frère, on a regardé un petit peu. Et là, vraiment, de regarder cette émission, je me suis dit, mais c'est énorme le coup médiatique qu'il y a derrière. Tout le temps, les journalistes qui t'harcèlent, tu dois toujours rester calme. Ça doit être horrible, en fait, au quotidien. C'est vrai, parce que des fois, t'as pas envie de parler Tu avec eux. répètes toujours la même chose. Ouais, c'est ça. T'as les télés françaises, les télés américaines, anglaises, les télés espagnoles, les télés italiennes, etc., etc. Et en fait, tu fais tout le temps les mêmes interviews avec les mêmes questions. Donc voilà. Après, oui, quand tu vis des moments difficiles, ils te posent aussi tous la même question. Donc, C'est ça, ouais. Ouais, faut réussir à pas s'énerver, faut rester calme, faut rester précis dans ses réponses. Et tout est analysé, tout est toujours. Enfin voilà, il y a trop quoi. Enfin, à un moment, Bah, c'est juste, ouais, alors c'est qu'à juste du sport et l'époque- ça devrait être plus cool. Ouais, c'est ça. Alors qu'à l'époque de Senna, j'avais vu le reportage
Et il disait non, maintenant genre laissez-moi, j'ai pas envie, genre, et tu vois, et maintenant Ouais. c'est complètement différent, tu vois. Je peux juste te dire une petite chose, Aymeric, c'est qu'à l'époque de Senna et tout ça, enfin, via les histoires de mon père, je connais quelques histoires. Il y avait le côté, peut-être pas de la presse, mais tu avais un côté de pression des équipes pour garder ton siège dans une équipe qui était juste énorme. Puis aussi, tu avais les histoires de sponsors qui payaient moins que qui est payé aujourd'hui. Enfin, ça dépend de quel. Mais tu avais énormément de pression que j'imagine, Romain, tu as dû avoir aussi au niveau. La pression de devoir garder ton siège dans une écurie, c'est quand même assez dur, j'imagine. En plus de la pression de la presse. Ouais. Tu as des contrats, des fois, les mecs, ils en ont rien à fiche. Typiquement, en 2015, j'avais un contrat pour 2016 chez Renault, Lotus. Et j'ai appris bien après qu'ils avaient déjà signé un autre pilote à ma place, alors que j'avais un contrat valide pour l'année. Donc, ça n'a rien changé parce que je suis parti chez As et voilà. Mais ils avaient trois contrats en cours, alors que tu peux pas faire ça. Tu n'as que deux places. Donc, c'est vrai que c'est un peu. Ouais, il y a tout le temps des escape Ouais. clauses, des trucs micmacs, qui peuvent venir au milieu. Mais ça, c'est sûr que ça doit être un stress. Ça se joue limite presque autant en dehors du circuit que sur le circuit, quoi. Et donc, toi, tu as passé donc, ces 2 années en dehors de la F1, mais toujours en voiture de course. Et ensuite, tu reviens pour être le coéquipier, cette fois-ci, de Kimi Raikkonen. Donc ça a dû être quelque chose quand même, parce que nous, on connaît enfin, Kimi de l'extérieur, un petit peu ce caractère physique. C'était comment de l'avoir en tant que coéquipier, juste en tant que la personne, quoi, parce que c'est quelque chose. En 2 ans, on a parlé 2 fois. Ah ouais, ça m'étonne pas. Il a vachement changé quand il a eu ses enfants, mais c'est vrai qu'on a fait 2 ans coéquipiers. Il m'a félicité pour la naissance de mon fils quand on était à Spa en 2013. J'étais un peu tombé comme ça des nues. Et à Corée 2013, c'est ça, je vais le voir parce que j'étais en train de renégocier mon contrat pour 2014, 2015 et 2016. Et je lui avais demandé un peu financièrement voilà, ce qu'il touchait, ce que je pouvais imaginer. Il avait été super honnête et il m'avait dit tout ce qu'il touchait et tout. Donc, écoute, c'était cool de sa part. Mais après, à part ça, on n'a jamais trop parlé. Mais ça, c'est là un peu où- particulier avec lui, non? En général, et t'as eu des coéquipiers avec qui tu t'es vraiment genre. Vous étiez devenus vraiment potes? Parce que tout le temps, on veut mettre les coéquipiers l'un contre l'autre un peu. Donc ça doit être difficile d'avoir une relation, mais. Ils essaient beaucoup de faire ça avec Magnussen, on s'entendait bien. Enfin, on s'entend toujours bien avec Kevin. On s'est texté encore là après l'Arabie Saoudite à Jeddah. Donc, avec lui, ça s'est bien passé. Et puis avec Fernando, on s'entendait déjà bien avant que je monte en Formule 1 en 2009. Donc, avec lui, ça a été assez cool. J'avais une petite question pour toi. Tu viens de parler t'as demandé à Kimi des conseils par rapport à son contrat. Comment t'as réagi quand t'as appris les sommes qu'il touchait chez Lotus dans son contrat? Est-ce que tu veux parler des bonus? Oui, je parle des bonus et tout ce qu'il a réussi à gagner comme argent. Il a failli les ruiner, j'ai entendu dire aussi. Ah bon, après. C'est là où il était très bon. Il n'avait pas un gros contrat, mais il avait énormément de bonus au point et c'était pas capé. Ouais. Maintenant, dans tous les contrats, tu as un cap. Tu arrives à, je sais pas, 2 millions, 5 millions, 10 millions, peu importe, de bonus, ça bloque. Et Kimi, ils n'avaient pas fait ça. Et du coup, la première année, il a marqué beaucoup plus de points que ce que tout le monde imaginait. Donc, il s'est retrouvé avec, je ne sais plus combien de. Je crois qu'il a gagné 13 millions en bonus, Non, un truc comme ça, c'était quelque chose d'aberrant. Ouais, c'était un truc comme ça, c'était 13 millions plus 2 millions de fixes, donc il leur devait 15 Voilà, millions. exactement. T'imagines, lui, quand il sort et qu'il a marqué ses points, il devait être bien content. Et ça, donc du coup, en ayant été aussi coéquipier de 2 mythes de la F1 comme ça, comment on doit te le demander souvent, mais moi, ça m'intéresse trop de savoir aussi comment tu les mettrais un contre l'autre. Est-ce qu'il y en a un où tu dis, lui, il était largement plus rapide, ou en course, ou en qualif? Enfin, comment ça se comparait entre les deux? Écoute, c'est pas simple. En qualif, je pense que Fernando serait au-dessus de Kimi, c'est sûr. Mais Kimi, il était très bon pour préparer ce qui allait se passer le dimanche. Dès le vendredi matin, dès les premiers essais, il pensait à la course. Il ne pensait pas à la qualif, il pensait à rien de tout ça. Il pensait à la course et 60, 80, 50 tours, peu importe. C'est ce qui comptait pour lui. Et du coup, même quand il ne se qualifiait pas super bien,
Tu savais qu'en course, il serait là et qu'il arriverait au moment où il fallait aller vite, enfin, trouver les solutions. Et ça, il était très fort. Ouais, vu qu'il parlait à personne pendant le week-end, il avait le temps de se préparer, tu vois, pour le Et dimanche. il travaillait avec ses ingénieurs. Il travaillait avec ses ingénieurs plus que ce que les gens pensent. Tu pensais qu'il arrivait et qu'il conduisait et qu'il repartait. Non, non, il travaillait derrière. Voilà, il n'y a pas de secret. Tu ne peux pas gagner si tu ne travailles pas. Mais à part ça, il ne parlait pas, quoi. Ouais. Et j'ai envie de parler aussi du physique un peu, on en a parlé un peu pour le Indy. Moi, à ma toute petite échelle, je vais faire un tout petit peu de kart. Je suis rentré en kart et physiquement, j'étais KO après. Mais bon, je suis pas l'exemple de quelqu'un qui est en super bonne forme. Mais du coup, j'ai réalisé un peu la prépa physique qu'il faut à travers tout type de voiture, mais surtout en Formule 1 et en Indy. Comment est-ce que tu te préparais donc physiquement à cette période-là? Est-ce que c'était tous les jours? Est-ce que c'était 2-3 fois par semaine? C'était des exercices particuliers? Ouais, c'est des exercices assez particuliers. Parce que la difficulté de F1 IndyCar, c'est la même chose, c'est qu'on a très peu d'essais. Et c'est comme si tu demandais à un joueur de tennis, tu lui disais, tu as 5 jours d'entraînement dans l'année pour jouer au tennis, et après, tu as les tournois. Et hormis ça, tu n'as pas le droit de jouer au tennis. Comment tu t'entraînes physiquement? Tu vois, et nous, c'est pareil, du coup, on a 5 jours d'essai, on a les courses, mais hormis ça, on n'a pas le droit de s'entraîner. Il n'y a rien qui ressemble vraiment. Donc, tu vas à la gym et tu essaies d'inventer des exercices qui ressemblent à tourner le volant en IndyCar ou les jets latéraux en Formule 1. Avec les machines. Mais c'est super dur de. Ouais, c'est ça. Tu prends des élastiques, des trucs, tu prends un poids, tu essaies de tourner, tu essaies d'inventer des trucs. Mais c'est jamais pareil. Et du coup, ça, c'est assez dur. Ouais, moi là, je m'entraînais avec un gars, il m'a demandé de me mettre en position gainage. Et après, il commence à me donner des coups de tous les côtés. Je me dis, mais gros, qu'est-ce que tu fais? Et pour que tu sais, ça te. Ouais. Moi, ça n'a pas tenu, il a failli me casser. Donc, il y a de l'entraînement encore. Il m'a vraiment fait mal. Mais ouais, et donc il y a le côté physique, mais aussi bien sûr le côté mental. Donc de gérer, la pression, que ce soit à travers l'équipe, la presse, comme on a dit avant, mais juste le voyage, le jet lag, être loin de la famille et tout ça. Et ça doit être compliqué, ça aussi. Écoute, c'est pas tous les jours simple, mais c'est comme tous les métiers. On a des moments cool et puis on a des moments plus durs. Tu vois, c'est vrai que des fois, tu es absent super loin de ta famille, tu as des gros décalages horaires, comme quand tu es en Australie, c'est difficile de parler aux enfants. Et après, tu rentres au mois de. Alors là, cette année, ça y est, c'est un peu plus normal en Formule 1. Au mois de décembre et janvier, tu es à la maison pendant 2 mois. Et puis entre les courses en Europe, l'été, tu es à la maison. Alors, certainement, tu continues l'entraînement physique, mais le matin, moi, ça me permet d'emmener mes enfants à l'école, ça me permet d'aller chercher l'après-midi. Ce qu'un papa normal, finalement, ne peut pas forcément le faire parce que si tu travailles de 8h à 18h au bureau, c'est les horaires. Alors que nous, à certains moments, ouais, on est absent 2 mois, 2 semaines, 3 semaines, un mois si c'est un triple header. Mais après, quand tu rentres, bon, bah, tu es vraiment à la maison. Donc, c'est pas simple, mais en même temps, d'un autre côté, sur l'ensemble de l'année, tu passes quand même pas mal de temps ensemble. Il y a des avantages, des désavantages. Et maintenant en Indy, du coup, il y a moins de décalage horaire, tout ça. Donc, ça, c'est cool, j'imagine. C'est plus facile. Bah écoute, l'an dernier, ma famille reste en Europe et moi, je suis venu aux États-Unis pour les courses. Donc, c'était dur. À un moment, j'étais 1 mois et demi loin de la famille avec le décalage. Donc, ça a été une année dure, on savait, mais ça, c'était transition. Et puis là, bah, c'est vrai, on est tous là. Donc, je peux partir le jeudi, je rentre le dimanche soir. Il n'y a pas forcément de décalage horaire. Si c'est pas trop loin de la maison, ils viennent dans un avion et puis ils me rejoignent le vendredi soir sur les courses. On dort tous dans le bus. Les enfants, ils adorent. Plus grand que ton studio. Non, écoute, c'est top. Mais même le bus, ça doit te faire un peu sortir de tout ça, non? Parce que c'est vrai que quand tu rentres chez toi, bon, oui, mais là tu roules, donc tu vois, tu sors de tout ça en fait. Je sais pas, je pense que ça doit être une bonne chose de partir en fait, au lieu de rentrer chez soi et faire toute ta routine, ben non, tu pars en fait. Ouais. Ça doit être Écoute, super le cool. bus, j'adore. Le bus, j'adore parce qu'en fait, je me prends pas la tête et tout le côté administratif de la vie normale. Je regarde pas ce que j'ai reçu dans la poste, je regarde pas les c'est factures, ça. les machins, les bidules. Je suis juste pour le bus. Bon, après, quand tu rentres, il y a beaucoup de trucs à faire. Voilà. Mais au moins, quand j'y suis, je suis là-bas, je fais ce que je veux quand je veux. C'est la liberté. C'est Moi, cool. j'ai une question par rapport à ce que tu as dit. 9 courses en 11 semaines. Donc là, tu arrives vraiment à gérer l'aspect famille, l'aspect course et tout dans ce temps qui est si serré.
Écoute, là, ça va être chaud cet été. Après, ma famille, elle Mm. rentre en Europe pendant un mois. Euh, Ouais. Moi, je rentre pas parce qu'on a les courses, mais c'est vrai qu'on a, à partir du moment où on arrive à IndyGP mi-mai jusqu'à début septembre, on a 2 semaines de libre. Donc, ça va être, c'est 3 courses d'affilée, un week-end off, 3 courses d'affilée, un week-end off, 3 courses d'affilée. Donc, ça va être un gros enchaînement. Mais le 11 septembre, après, la saison, elle est terminée. Et ça me laisse Mm. septembre, octobre, novembre, décembre à la maison avec les Ah miens. ouais, Donc, super. c'est cool d'un côté, et puis d'un autre côté, c'est pas cool parce qu'on va perdre tous les muscles spécifiques Eh oui. à la course auto, il faudra tout faire faire. Il va falloir retravailler 2 fois plus à la rentrée. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas trop à ça. Nous, on pense direct aux vacances, mais c'est vrai qu'il faut quand même garder un certain régime. Et tu fais super attention à ce que tu manges, tout ça, ou pas trop? Ouais, je suis en Amérique, c'est cool. En Amérique, dans le bus, j'imagine, on peut trouver 2, 3 petits trucs qui sont pas hyper healthy non plus, hein. Ouais, non, écoute, les barbecues, les machins, les bidules, mais c'est vrai que s'il y a des bons donuts, j'arrive pas à résister. Euh, je me prends moins la tête qu'avant. Après, je fais beaucoup de vélo, et puis à Miami, il fait tout le temps beau, donc ça me permet de sortir tout le temps. En fait, tu vois, il n'y a pas d'hiver, donc il n'y a pas de période où je peux pas vraiment faire le cardio. Donc, si je mange un peu trop, je vais faire du vélo, et puis ça se compense. Ah bah, faut que tu motives notre pote là, parce que lui, il s'est chauffé, il vient de s'acheter un vélo, il a roulé une fois avec, et depuis... Mais j'adore Il a fait il a fait sa petite photo Instagram avec la petite vue derrière et après on n'en a plus jamais entendu parler du vélo. Non, parce que j'adore ça en plus, mais c'est vrai que les week-ends, c'est vrai que les brunchs et tout, c'est quand même pas mal aussi, tu vois, donc l'un dans l'autre, c'est compliqué de gérer les deux. Pour ça, tu peux manger 2 fois plus au brunch. Ouais, c'est C'est vrai. ça. Ouais, mais il a tendance de rentrer un petit peu tard, celui-là, tu vois. Donc, allez, avant le brunch, ça risque d'être compliqué aussi. Mais pour revenir un peu à F1, est-ce que tu regardes toujours F1? T'es strict avec ça, tu regardes toutes les courses? Ouais, j'adore. Écoute, j'adore regarder les courses. Je trouve que c'est top. En plus, là, bah, les nouvelles règles, elles sont assez sympas. Il y a une belle bagarre devant. Donc ouais, je regarde les courses et c'est super sympa de faire ça. Ah tiens, ton point de vue à toi. Ah, Ça j'allais demander m'intéresse. pareil, parce que bon, nous, on n'est pas non plus experts. Toi, t'as été dans les voitures, tu connais mieux que n'importe qui. Et c'est quoi ton point de vue sur ce qui se passe un peu cette saison, des potentiels pronostics, même si c'est très très dur de dire? Ouais, c'est dur de dire. Écoute, Ferrari fait un super travail. Honnêtement, je suis assez impressionné. Je pensais que ça allait être rattrapé par Red Bull, puis pour le moment, ils sont toujours devant. En plus, Red Bull, ils tombent en panne pas mal, donc ça les aide Mm. pas. Mercedes, j'ai bien envie de les voir revenir dans le match parce que ça serait cool d'avoir Ferrari, Red Bull, Mercedes devant. Ouais, Et puis après, derrière, ça bouge beaucoup, hein. Un coup, les McLaren à Bahreïn, ils étaient au fond du sac, puis ils étaient pas mal à Melbourne. Et puis l'Alfa Romeo, elle marche pas mal en début d'année. Là, ça a bien marché, elle marche plus trop. Donc, non, écoute, c'est sympa. Je trouve que les courses sont cool, les voitures se suivent. Ça change un petit peu, c'est pas tout le temps les mêmes aux mêmes ordres. Donc, plutôt cool. Ouais, je pense que ça va être une saison de dingue quand même. Et aussi, on va suivre bien sûr tout ce qui se passe en Indy. Si je peux, hein, tu me dis si ça te gêne, parce que je sais que ça a dû être quelque chose qui t'a quand même pas mal marqué, mais je voudrais parler un petit peu de l'accident aussi que tu as eu, du grand accident, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent enfin, comment tu vas après ça, si physiquement tout va bien, même mentalement, comment ça t'a affecté, quand tu as su revenir, parce que moi je trouve ça tellement inspirant la manière que tu as pris ça comme une force et tu es retourné dans une voiture, c'est vraiment top. Donc juste de nous parler un peu de ce moment-là et comment tu t'en es remis et comment ça va maintenant. Ouais, écoute, non, bah, physiquement, ça a été le plus long. Mentalement, ça a été très vite. Alors, ça fait 10 ans que je travaille avec une psychologue. Donc, l'accident a lieu le dimanche, le mardi soir, on faisait déjà un Zoom pour être sûr qu'il n'y avait pas de PTSD, de Ouais, syndrome Ouais, post-traumatique. ouais. Euh, on a fait 2 séances sur l'accident. On a fait le mardi, le vendredi, c'était terminé. J'ai jamais fait un cauchemar, j'ai jamais eu un flashback. Après, physiquement, ça a été plus long. Physiquement, ça a été plus long, mais écoute, là, ça y est, maintenant, j'ai tout qui fonctionne. Bon, ma main gauche, elle me fait mal tous les jours, hein, on va pas se mentir. C'est Ouais. pas une douleur, c'est une gêne. On va dire que c'est une gêne, c'est pas comme une main normale, mais bon, c'est pas bien grave. Ça me rappelle que je suis chanceux d'être en vie, qu'il faut profiter de tous les jours. De se dire que tous les soucis du quotidien qu'on pouvait avoir avant, un bouchon, un avion retardé, n'importe quoi, bah, c'est pas bien grave, parce que si on peut le vivre, c'est qu'on est vivant
et que je pourrais très bien ne pas suivre ces situations et être mort. Donc, écoute, moi, c'est vrai que ça a été étonnamment facile de passer au-dessus de l'accident. Ce que j'ai dit à ma femme quand j'ai pris la décision de revenir en course auto, je lui ai demandé bien sûr si elle était d'accord de suivre l'aventure. Et je lui ai dit, moi, elle a compris que si j'arrêtais, je serais frustré parce que j'avais encore cette passion en moi et cette envie de continuer à faire de la course auto et que c'était une part importante de ma vie et que si mes enfants, ils avaient le papa qu'ils ont, si ma femme, elle a le mari qu'elle a, c'est parce que parce que je suis accompli aussi dans ce que j'aime faire et que c'est un métier, mais c'est une passion avant tout. Bah, ça a dû être un peu dur pour elle, non? Enfin, d'accepter en gros ça. Parce que, enfin, moi, j'imagine la scène, c'est quand même, enfin, c'est dur, enfin, c'est une image forte. Elle a dû en faire des cauchemars sûrement. Écoute, là, ouais, c'était un petit peu dur au début. Après, on a toujours fonctionné comme un team, donc les décisions, on les a prises ensemble. C'est pour ça que l'an dernier, je n'ai pas fait les ovales. Moi, perso, j'étais prêt à les faire. Mais je n'avais pas 25 ans, j'ai une femme, 3 enfants. Donc voilà, il fallait qu'on soit tous d'accord. Et puis tu vois, l'an dernier, quand on fait les 2 premières courses, je rentre à la maison, il y a le Texas sur ovale. Et puis ensuite, je regardais les 500 miles d'Indianapolis et mes enfants, ils viennent me voir. Ils me disent, mais pourquoi tu les fais pas, papa? C'est tous tes copains. Et donc je leur dis, bah voilà, parce que c'est dangereux et que vous avez vécu un truc horrible il n'y a pas longtemps et tout. Et puis c'est eux qui m'ont demandé d'aller. Non, il faut que tu les fasses. Il faut que tu ailles faire les ovales, il faut que tu ailles gagner. Et donc c'était naturel. Naturellement, c'est les enfants qui m'ont un peu donné le feu vert de dire, vas-y, papa, tu peux le faire. C'est tellement beau ça. génial. Et donc tes enfants qui t'ont aussi, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai lu, qui t'ont aidé énormément dans le moment, même pendant l'accident, pour te sortir de la voiture, quoi, pour te motiver. Ouais, écoute, au moment où tu penses, enfin, au moment où je pensais que ça y est, c'était terminé, j'ai pensé à eux et je me dis, ils ne peuvent pas grandir sans un père, quoi, c'est pas possible. Donc c'est là où j'ai trouvé la dernière force pour m'extirper de la voiture. Donc ouais, pour moi aujourd'hui, c'est grâce à eux que je suis en vie. Ouais. Et c'est incroyable à quel point tu t'en souviens tellement clairement, on dirait. Parce que souvent, un événement comme ça, enfin, je sais pas trop, mais Ouais, on pourrait tu imaginer pars, que ouais. peut-être qu'on se rappelle pas Non, de je peux te tout. refaire seconde par seconde tout ce qui s'est passé. Je me souviens de Wow. tout et c'est très clair. Mais tu vois, j'ai pas de problème à en parler. Enfin voilà, ça fait, comme je l'ai dit, ça fait partie des expériences de ma vie. Ça s'est marqué, gravé dans ma chair sur ma main gauche. Euh, voilà, mais c'est pas. Enfin, encore une fois, je le tourne en expérience positive et je pense que c'est ça qu'il faut essayer de faire quand tu as quelque chose comme ça qui t'arrive. Non, c'est incroyable. C'est comme en anglais, on dit If you get hit down, just get back up stronger. Je sais pas si c'est exactement ça l'expression, mais c'est à peu près ça. On Et a là, compris. vous m'avez compris, ouais, voilà. Mais je trouve ça juste tellement, tellement inspirant, franchement. Donc, bravo pour ça parce que la manière que tu en es revenu et ce que tu fais aujourd'hui et les succès que tu as aujourd'hui, ça a l'air, enfin on se connaît pas bien, mais juste ça a l'air que ça t'a maintenant avec Indie et tout ce que tu es en train de faire maintenant, ça t'a donné comme une deuxième vie et t'es juste en plein kiff là, nouvelle expérience avec ta famille là-bas aux États-Unis, le RV, le bus Le dont bus. on a tous compris qu'on est tous hyper jaloux de ton bus. Il faut Mais, le faire. Honnêtement, c'est un truc énorme à faire. Ouais. mais c'est C'est un super que projet, c'est un projet. ouais, que tu aies pu voilà, vivre tout ça ensuite. C'est beau de voir ça. Et quels sont, maintenant, tu as des goals, des choses que tu aimerais faire du côté carrière, sport auto en particulier que tu as en tête. Donc, bien sûr, il y a le championnat Indy, mais il doit y avoir le Indy 500 aussi. Ouais. Ouais. Écoute, il y a le championnat Indy que j'aimerais bien gagner. Il y a les 24 heures du Mans. C'est une course que j'ai fait en 2010 et que j'aimerais refaire absolument dans la catégorie RN pour essayer de les gagner. Il y a les 24 heures de Daytona, il y a Petit Le Mans, il y a les 12 heures de Sebring. Donc, ouais, il y a vachement de. Enfin, je trouve qu'aux US, c'est cool. À la fin de l'année, je vais peut-être faire aussi une course, la barre à 1000. Je ne sais pas si Ok. vous savez ce que c'est. Ouais. Moi, je connais pas Donc, Je trop. connais pas, non. C'est c'est une espèce de gros pick-up. C'est un peu comme le Dakar, mais au Mexique.
Ah oui, ah oui, je vois très bien. Ah oui, ça c'est un sacré Ouais, truc. toi, Ouais. tu sautes du coq à l'âne, quoi. Ouais. Tu Ouais, passes d'une ouais, voiture ouais, je veux à ras le kiffer. sol. Ça, c'était Ouais. une question que j'avais pour toi, Romain. Donc, je sais qu'en F1, ils sont devenus très très stricts avec, par exemple, l'accident que Kubica avait eu en rallye. Est-ce que chez vous, dans l'Indy, est-ce que vous avez des restrictions par rapport à faire des courses d'endurance sur le côté ou, enfin, j'imagine que rien qu'avec le temps, vous avez des complications, mais sinon pour le reste? Non, écoute, ils sont assez ouverts. Ils sont cool parce ils sont vraiment passionnés. C'est une mentalité totalement différente. Et à Long Beach, c'est marrant, je me promenais le matin. Donc, c'était tôt, c'était 7h et quelques, on avait le warm-up tôt. Et ils disaient, tout le monde, c'était Happy Race Day. Et en fait, voilà, on est content d'aller faire de la course. Et je trouve ça, enfin, c'est une mentalité qui est extrêmement différente de tout ce qu'on connaît ici. Et Ouais. en Indy, entre les pilotes, est-ce que vous êtes super proche? Ça se passe comment entre pilotes comparé à la F1? C'est génial, c'est trop cool. On s'entend tous super bien. Hier soir, je sais pas, il était minuit et demi, 1h du mat. J'arrivais à Miami et j'ai un des pilotes, je vais pas donner son nom, mais il y a d'autres pilotes qui me font un FaceTime vidéo. Je me dis, attends, mais qu'est-ce qu'ils foutent un FaceTime vidéo à 1h du mat? Je réponds, mais c'est donc ils faisaient la fête Ouais. en Californie. Oh, on a gagné $400, on avait parié sur toi aujourd'hui et tout. Ah ouais? Donc c'est top, hein. Entre pilotes, on s'entend super bien, on est tous là les uns pour les autres. On se donne plein de conseils. Ça paraît fou, mais en fait, la mentalité ici, c'est je te donne ce que je sais. Et puis, si tu es meilleur que moi, gagne. Et puis, si je suis meilleur que toi, je te battrai. Mais c'est pas, tu caches pas les trucs et tout. C'est super ouvert. Moi, je trouve que c'est top. Ça, c'est trop bien ça. Parce qu'en plus, on pourrait croire que ça serait limite plus compétitif parce que c'est plus le pilote peut faire une plus grosse différence, non, comparé Mais à dans notre. en fait, non, pas du tout. C'est très, très différent. C'est cool. Bah, tu vois, moi, je préfère Ça- plus ça que la F1, du coup. Parce En que termes de- j'aime que ça soit, tu sais, Il y a eu familial. Il y a eu un temps où la F1 était plus comme ça, je dirais dans les années 80, limite 90. Bon, il y avait les rivalités comme Senna, Prost. Je veux dire, un peu, beaucoup de gens ne s'entendaient pas très bien avec Prost, mais bon, ça c'était ce qui était. Mais à l'époque, il y avait quand même une bonne ambiance de ce que j'ai pu entendre. Ce qui est dommage qu'on a un peu perdu cet aspect dans la F1 où aujourd'hui tout le monde est séparés, ils sont plus dans le même hôtel. Je sais pas, Romain, toi, tu as vu un peu une évolution, j'imagine aussi dans les pilotes et la mentalité des gens en F1, non? Ouais, écoute, j'ai fait que 10 ans, donc c'est difficile de dire ça. Après, je pense que l'IndyCar, effectivement, c'est la F1 des années 80. Comme ça, Ah ouais. le paddock est ouvert, tout le monde peut rentrer, les fans viennent toucher les voitures, entre pilotes, on s'entend bien, on aime bien aller faire la fête ensemble, enfin, c'est cool, quoi. Ça, c'est trop Ouais. sympa. C'est trop sympa d'avoir ça. Mais bon, je pense qu'on va pas te garder beaucoup trop longtemps, Romain. Mais c'est fascinant d'entendre tes débuts, la F1 et maintenant ce nouveau chapitre. Et je sais que tout le monde là qui est en train de regarder et tous les fans de motorsport sont derrière toi aussi. Donc là, il y a quand même de bonnes chances cette année. Donc on va voir comment tout se passe et on va tout suivre. Mais en tout cas, de notre part et de tout le monde qui regarde Propulsion, juste un kiff de t'avoir avec nous. Super cool. Et peut-être qu'une fois on viendra voir une des courses, on te dira, on viendra dans notre RV à nous. Notre RV. Ouais, notre RV à nous. Ah, il faut On le fera un faire. podcast Honnêtement, c'est dedans, top. si tu veux. Ouais, voilà, Et on se comme fera tu disais, Romain, la première année c'était pour t'échauffer, mais cette année, on attend le gros résultat. Ah, je sais, j'y travaille. Ouais. Non, bien sûr, on te C'est soutient vrai. à fond là-dedans. C'est ce que tu as dit, première pour s'entraîner, deuxième pour gagner, faut continuer là. C'est une bonne transition, ça. Moi j'aimerais bien avoir la même. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Romain. à vous. Ouais, merci Robin si tu regardes ça. Merci Cédric, à Tokyo, c'est bon, tu vas pouvoir te coucher. J'espère que ça allait niveau technique, encore une fois, parce que c'était quand même un peu on est dans le rush, parce qu'on était supposé le tourner, avoir une demi-heure de setup et le tourner, mais du coup on a eu un petit problème niveau horaire, et donc du coup ça s'est pas... On était lancé directement quoi. Mais trop bien, super intéressant d'avoir Romain. Super cool. Ouais, tellement cool. Mais tu sais ce qu'on n'a pas dit au début de la vidéo? C'est que Propulsion Podcast est disponible où? Je rappelle podcast.
Sur iTunes. Non, non, c'est pas. C'est pas. J'ai vu que je lui ai volé le sien. J'ai volé le Apple Podcast, il était là en mode oh merde. Spotify, Deezer, Acast et bah YouTube aussi. Et voilà, sur ce, la famille, on vous dit à la prochaine. Merci. Bye bye. Ciao, ciao. T'as dit quoi? Salut la famille. Salut la famille. Et voilà, ciao, ciao.